Bonjour, alors nous allons vous présenter un article de recherche paru en 2017 qui se nomme « Attribution axiomatique pour les réseaux de neurones ». Donc l'objectif de cet article est de réussir, étant donné un réseau de neurones, à trouver les features constituant ces entrées qui ont eu une importance dans la prédiction de ce réseau. On appelle ça une méthode d'attribution. Alors qu'est-ce que c'est exactement qu'une méthode d'attribution? Si on définit ça formellement, étant donné un réseau de neurones F qui a n features en entrée, par exemple, on va prendre une régression, le réseau effectue une régression entre 0 et 1 pour simplifier, et ben on aimerait pouvoir définir une fonction dite d'attribution qui, en fonction de la fonction décrivant le réseau d'une entrée x et d'une baseline x', que je détaillerai un peu plus tard, va réussir à donner l'importance de chacune des features constituant son entrée dans la prise de décision du réseau. De manière plus intuitive, regardons dans le domaine de l'image cet exemple. Donc, on a une image, ici un bateau pour éteindre les incendies, une baseline, ici une image complètement noire, mais j'y reviendrai encore une fois. Et à partir de là, le réseau va classifier ça comme un fireboat, et on va regarder quels pixels de l'image ont une importance dans cette prise de décision, ce qui permet de mieux expliquer cette prise de décision. On peut même le superposer pour visualiser les pixels importants. Alors, quelle est l'utilité de cette méthode? Eh bien, comme je viens de le dire, ça permet de mieux comprendre le réseau pour essayer de l'améliorer. Est-ce qu'il n'y a pas d'overfitting? Est-ce qu'il prend bien en compte tous les aspects de son entrée? Est-ce qu'il n'en ignore pas certains? Par ailleurs, ça permet de éventuellement aider un spécialiste. On peut se projeter dans le cadre d'un médecin qui essaye de diagnostiquer par exemple un cancer. On aimerait que le médecin ait accès à l'image ainsi qu'à l'interprétation du réseau. Quels éléments de l'image lui ont fait penser qu'il y avait éventuellement un cancer? Et enfin, ça permet d'extraire un ensemble de règles ou une compréhension du mécanisme du réseau de neurones pour ensuite implémenter un nouveau système beaucoup plus léger, simplement basé sur un système de règles qui permet de prendre des décisions de manière éventuellement beaucoup plus rapide, beaucoup plus efficace. Tout cela grâce à la compréhension de notre réseau. Alors le problème des méthodes d'attribution, c'est qu'elles ont des grandes difficultés de construction. En effet, on ignore si une sortie est difficilement compréhensible, s'il s'agit d'un problème du réseau en lui-même ou de la méthode d'attribution. Donc, partant sur ce principe, eh bien, les auteurs se sont dit qu'ils allaient essayer de construire une méthode d'attribution, qu'ils vont nommer la méthode des gradients intégrés, à partir de deux axiomes essentiels qu'ils considèrent comme indispensables pour que la méthode d'attribution soit pertinente. Donc avant de me pencher sur ces axiomes, on va regarder la nécessité d'une baseline et de quoi s'agit-il exactement. Alors une baseline, c'est simplement une entrée telle que toute prédiction du réseau est équitablement correcte, où les probabilités seraient équiréparties dans le cas d'une classification. Dans le cas d'une régression, c'est grosso modo une prédiction relativement nulle. Régression relativement nulle, 0,5 si on doit traduire entre 0 et 1, bref, quelqu'un qui ne prend pas de décision. Alors il peut s'agir, dans le cadre de l'image, d'une image totalement noire, d'une image totalement blanche, ou éventuellement d'une image constituée de pixels aléatoires. L'important, c'est qu'elle soit à peu près à équidistance dans l'espace vectoriel formé par les entrées de toutes les entrées possibles. Donc vous avez ici un exemple d'une image qui ferait une bonne baseline produite en concaténant des pixels de couleurs complètement aléatoires. Donc maintenant, la méthode des gradients intégrés se base sur les deux axiomes qu'on va détailler juste après, et elle a deux avantages. D'abord, elle ne nécessite aucune modification du réseau, pas besoin d'ajouter des couches ou de les modifier, et ensuite, elle a l'avantage de ne demander qu'un très petit nombre d'appels à la fonction de calcul des gradients, ce qui la rend très légère. Alors maintenant, quels sont les deux axiomes sur lesquels les auteurs ont basé tout leur raisonnement? Le premier est la sensitivité, le second, l'invariance de l'implémentation. Penchons-nous d'abord sur le premier. L'idée est la suivante. Si on a une image ou une baseline ou deux entrées différentes qui diffèrent uniquement d'une feature, mais que cette différence sur cette feature suffit à changer la prédiction du réseau, on aimerait bien sûr que l'attribution soit non nulle pour cette feature, puisque vraisemblablement elle a une importance. Il s'agit de la sensibilité. Ensuite, on a la sensibilité, je tiens à souligner que, par exemple, pour les méthodes précédentes, donc la méthode des gradients originales, qui consiste simplement à observer la courbe faite par les gradients au cours de plusieurs prédictions suivant un passage de la baseline à l'image que l'on cherche à prédire, je vais détailler ça un peu après dans le fonctionnement des gradients intégrés, eh bien, elle ne respecte pas la sensibilité. En effet, on peut prendre un exemple très simple. Si on prend un réseau qui est représenté par la fonction f qui a x associe 1 moins à la fonction réélue de 1 moins x, eh bien, on peut voir qu'avec un input de 0 et un input de 2, eh ben, avec un input de 0, f de x va valoir 0, et avec un input de 2, f de x va valoir 1. La sortie est donc différente pour une seule feature, x variant. Mais avec la méthode des gradients originale,
eh bien, on va avoir une attribution nulle, car la fonction ReLU est constante égale à 0 pour R, sur R-, et donc on a la fonction f de x qui a un gradient nul pour tout x entre 1 et 2. Par conséquent, eh bien, notre méthode des gradients ne respecte pas la sensibilité, et on va essayer de trouver une méthode qui permet d'améliorer ça. Le deuxième axiome fondamental est l'invariance de l'implémentation. Alors, l'idée, c'est que deux réseaux fonctionnellement équivalents, c'est-à-dire qui sont représentés par la même fonction, qui vont prédire les mêmes choses étant donné les mêmes entrées, toujours, eh bien, devraient avoir les mêmes attributions, quelles que soient les entrées. Alors, on parle de réseaux qui n'ont pas forcément la même architecture, mais qui prédisent exactement la même chose étant donné une entrée donnée. Par exemple, si on prend un réseau de neurones A et qu'on prend un second réseau de neurones B qui est exactement similaire au premier, mais auquel on ajoute une fonction linéaire à sa sortie, une fonction identité à sa sortie, eh bien, il va se comporter exactement de la même manière que le réseau de neurones A, et donc on s'attend à ce qu'il ait les mêmes attributions. Alors, à partir de ces deux axiomes fondamentaux, les auteurs ont créé la méthode des gradients intégrés et on va essayer de la construire ensemble. Donc, comment est-elle construite ? La première étape à faire, c'est de générer ce qu'on appelle des images interpolées. Alors, on va choisir un nombre n et on va créer n images interpolées qui sont en fait les différents points produits par le barycentre pondéré à coefficient positif entre notre baseline et notre image en entrée. Donc la baseline est ici x' et l'image en entrée x. Donc si on essaie de le visualiser sur cet exemple, on va partir de la baseline, donc une image totalement noire ici, et petit à petit, au cours des étapes, là 100 étapes, eh bien on va générer des images interpolées, 100 images interpolées, ressemblant de plus en plus au panda. Donc cette génération, nous reviendrons plus tard sur la manière dont on génère ces images interpolées et pourquoi elle est unique dans le cas des gradients intégrés. Alors maintenant qu'on a ces images interpolées, on va calculer les gradients. Donc l'idée c'est simplement de faire la dérivée partielle de la fonction de notre réseau, donc la prédiction de notre réseau pour chaque image interpolée, par rapport à chaque caractéristique d'entrée, xi. Ensuite on va cumuler ces gradients, donc ça c'est pour éviter d'avoir des gradients nuls lorsque notre fonction devient constante, et ben on va calculer l'intégrale de ces gradients, et dans le cas d'un ordinateur, comme c'est assez difficile de calculer une intégrale, et ben on va l'approximer au moyen d'une somme de Riemann, mais j'y reviendrai. L'idée c'est de calculer l'aire sous la courbe de nos gradients à mesure que nous évaluons chaque image interpolée partant de la baseline pour notre image en entrée. Et finalement, on va simplement mettre nos gradients intégrés à l'échelle pour que les features sélectionnées soient suffisamment présentes et qu'elles soient suffisamment compréhensibles. On va juste multiplier nos gradients intégrés par la différence entre notre image de départ et notre baseline pour chaque feature. Donc, toutes ces étapes se résument par la formule générale des gradients intégrés, donc on retrouve ici la mise à l'échelle, notre intégration des gradients, nos gradients et nos images interpolées à l'intérieur. Et donc, comme je vous l'ai dit, on va en fait transformer cette formule en une approximation en utilisant, en fait, c'est la somme de Riemann, c'est la méthode des trapèzes, où on va approximer notre intégrale en une somme qu'on divise ensuite par le nombre de features, le nombre d'images interpolées que l'on a. Alors, étant donné ce résultat, on peut revenir à nos deux axiomes principaux et vérifier que notre méthode des gradients intégrés les vérifie bien. On peut voir ici que notre fonction qui génère les gradients intégrés ne dépend que de grand F. Grand F qui est donc la fonction qui représente notre réseau de neurones. Par conséquent, et immédiatement, on a invariance de l'implémentation des gradients intégrés, puisque deux réseaux fonctionnellement équivalents ont la même fonction grand F qui les représente, et donc la même attribution par définition. Et qu'en est-il de la sensitivité ? On peut simplement remarquer que les gradients intégrés sont aussi une méthode d'attribution que l'on qualifie de complète. Alors, qu'est-ce qu'une méthode d'attribution complète ? On dit qu'une méthode d'attribution est complète si la somme des attributions vaut exactement la différence entre la baseline et l'input. Donc, c'est ce qui est représenté par cette formule. La somme des attributions pour chacune de nos features i, elle est égale à la différence entre la prédiction de notre réseau pour une image x et la prédiction pour la baseline x'. Et il s'avère que en fait, la complétude implique la sensitivité. On a donc des gradients intégrés qui respectent nos deux axiomes fondamentaux. Alors, sont-ils les seuls à respecter ces deux axiomes fondamentaux ? Pas vraiment.
En fait, il existe une multitude, même une infinité de méthodes d'attribution qui vérifient ces axiomes principaux. Et on les appelle les méthodes de parcours. Alors qu'est-ce qu'une méthode de parcours? En fait, c'est dans la génération de nos images interpolées. Il existe plusieurs moyens de se rendre dans l'espace vectoriel généré par nos entrées, de la baseline, R1, R2, à notre image d'entrée S1, S2. Dans le cas des gradients intégrés, nous avons cette courbe verte que nous avons au milieu, mais on pourrait imaginer une courbe rouge comme la P3 ou une courbe bleue comme la P1, qui correspondent d'ailleurs à des articles parus précédemment. Et ce que l'on va essayer de voir, c'est pourquoi ces courbes sont moins pertinentes. Eh bien, en fait, même si les méthodes de parcours respectent les axiomes fondamentaux, eh bien, il s'avère que certaines ne respectent pas des axiomes intéressants que nous allons présenter tout de suite, des axiomes désirables. Le premier est la sensibilité. Donc on dit donc la sensibilité B, il s'agit d'une seconde sensibilité, une deuxième définition de la sensibilité. Ce n'est pas la même chose, hein. C'est un complément à une première sensibilité. Ce complément s'explique de la manière suivante. On va dire que on aimerait qu'une feature qui n'a pas d'importance ait une attribution nulle. C'est-à-dire qu'une feature, quelle que soit sa valeur, le réseau va prédire la même chose. On aimerait que son attribution soit nulle. C'est un axiome désirable. La deuxième, c'est la linéarité. La linéarité signifie que si on crée un réseau comme une composition linéaire de deux réseaux, par exemple, prenons deux réseaux F1 et F2, on les compose linéairement avec des coefficients A et B, on obtient le réseau F3 égale A fois F1 plus B fois F2, on aimerait que les attributions de ce réseau F3 soient proportionnelles à nos coefficients A et B et aux attributions des réseaux F1 et F2. Alors ces deux méthodes, la sensibilité et la linéarité, sont en fait respectées par les méthodes de parcours. Mais la préservation de la symétrie, notre dernier axiome désirable, n'est lui respecté que par la méthode des gradients intégrés. Alors, qu'est-ce que c'est que la préservation de la symétrie? C'est dire que si deux features sont symétriques, c'est-à-dire qu'elles ont la même importance, qu'on peut les interchanger sans que cela modifie les prédictions de notre réseau, eh bien, on aimerait que leurs attributions sont identiques. Et en fait, cet élément n'a lieu que dans le cas de la méthode des gradients intégrés. Alors, revenons à notre fonction des gradients intégrés et essayons de voir des exemples que nous pouvons faire grâce à cette méthode. Un premier exemple que nous pouvons faire est on peut l'appliquer à un réseau de reconnaissance d'objets. On peut voir ici par exemple que sur une image par exemple d'appareil photo, les gradients calculés précédemment donnent un résultat assez difficilement interprétable, voire absurde, alors que la méthode des gradients intégrés souligne bien les éléments de l'appareil photo qui ont une importance dans la prise de décision, le cercle au centre, le dessus de l'appareil photo, etc. On peut observer ça sur toutes les images qui sont décrites et présentées dans l'article, ainsi que sur les exemples que vous pourrez voir dans nos notebooks. Un autre exemple s'applique à, par exemple, la prédiction d'une complication diabétique. Alors, dans le cas de la maladie du diabète, eh bien, on a des complications qui peuvent avoir lieu à différents endroits du corps, et là, on s'intéresse à l'œil. En fait, effectivement, il y a des complications diabétiques qu'on peut remarquer en identifiant certaines lésions. Et on peut voir que quand on fait tourner notre réseau de détection de ces complications diabétiques, et qu'ensuite on applique la méthode des gradients intégrés, celui-ci va nous sortir les éléments de l'image qui semblent avoir joué dans cette prédiction. Ce qui permettra au médecin ensuite d'identifier les différentes parties de l'image qui pourraient être symptomatiques de cette complication diabétique. On peut encore appliquer ça, et là on commence vraiment à ressembler à cet article paru la même année qui est Attention is all you need, un article fondateur sur les transformers, qui introduit le concept de transformer. Eh bien, on peut aussi l'appliquer au NLP, et notamment à la classification de questions. Donc ici, on a une question, et on souhaite savoir si la sortie est numérique, une string, une datetime, ou yes or no, etc. Et on peut voir que le réseau va identifier les parties, enfin plus exactement la méthode des gradients intégrés va permettre de révéler que le réseau fait particulièrement attention à certains mots, ici how many pour prédire une prédiction numérique, which film pour prédire une string, year pour prédire une datetime, etc. On peut même voir que certains mots, par exemple number ici, ont une importance négative, c'est-à-dire qu'ils ont plutôt orienté, on peut le supposer, vers une réponse numérique alors qu'il s'agit d'un datetime, et du coup le réseau a quand même choisi un datetime parce que, à cause des autres éléments, mais il a indiqué que number était contre un élément qui aurait pu l'induire en erreur.
On peut aussi l'appliquer à la traduction. Ici, étant donné chaque entrée et chaque sortie en allemand, on peut voir que les mots correspondant morning et morgen, qui veut dire matin respectivement en anglais et en allemand par exemple, ont une très forte importance, puisque ce mot est très important dans la traduction, dans la création d'une traduction morgen. Et au contraire, des mots qui n'ont absolument rien à voir ont une attribution axiomatique extrêmement faible. Finalement, on peut l'appliquer à un domaine très utilisé en chimie moléculaire, le Ligand-Based Virtual Screening, ou expérience VS, qui permet d'évaluer si une molécule risque de réagir avec une autre. Donc ici, on peut voir que les atomes, par exemple, de carbone réagissent avec éventuellement d'autres atomes de la molécule, et que ici, nous avons des paires d'atomes qui ont une grande importance dans la prédiction visant à expliquer que cette molécule, par exemple, va réagir avec telle autre molécule. Donc, je vous ai donné de très nombreux exemples de ce à quoi pouvait servir l'attribution axiomatique pour les réseaux de neurones. Il s'agit d'une technique extrêmement utilisée en explicabilité de l'IA, et ça a sans doute inspiré, contribué, ou en tout cas ça fait écho à de nombreux autres articles, notamment, encore une fois, les articles qui sont nés peu après sur l'attention, les modèles d'attention, transformers, etc. Merci.